Bonjour à tous et bienvenue dans NTD le journal. Voici tout d'abord les principaux titres de l'actualité chinoise de ce vendredi 27 juillet. L'épouse de Bo Xilai inculpée d'homicide volontaire. Bo Guagua sera-t-il extradé vers la Chine? Il y a eu une grande avancée dans l'affaire Bo Xilai, l'ancien haut responsable déchu de la nomenclature chinoise. Son épouse Gu Kailai a été officiellement poursuivie pour homicide volontaire de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood. L'agence officielle chinoise Xinhua a rapporté le soir du 26 juillet que le dossier d'homicide volontaire de Gu Kailai et Chang Xiaojun a été soumis à la Cour de justice intermédiaire de Hefei dans la province du Anhui. Gu Kailai et Chang Xiaojun, l'un de ses domestiques, seront jugés pour avoir empoisonné l'homme d'affaires britannique Neil Heywood à cause des conflits d'intérêts économiques. Les circonstances du crime des deux accusés sont claires et les preuves sont conséquentes et irréfutables, toujours selon l'agence Xinhua. Actuellement, sur l'internet chinois, des termes comme Bo Xilai et Gu Kailai sont tous censurés. L'affaire Bo Xilai touche des domaines complexes en impliquant les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'architecte français Patrick Devilliers, un ami proche de la famille Bo, s'est rendu en Chine avec l'arrangement des autorités chinoises afin de témoigner le 18 juillet dernier. Selon les observateurs, son témoignage serait crucial pour l'enquête. Il y a environ un mois, le journal japonais Asahi Shimbun a cité selon des sources proches de l'enquête que Gu Kailai était détenue pour des interrogatoires dans un bâtiment gouvernemental au nord-est de la Chine et qu'elle aurait donné des détails sur le meurtre de Neil Heywood, disant avoir agi sous une contrainte psychologique. Nouvelle NTD. Gu Kailai est inculpé d'homicide, non pas dans la ville de Chongqing, mais dans la ville de Hefei, dans la province du Anhui. Beaucoup de gens ont été intrigués par cette inculpation hors site. En réalité, l'inculpation hors site est un processus conventionnel pour les affaires de niveau provincial et ministériel. Des spécialistes de la Chine ont commenté qu'à la surface, ce processus vise à éviter de faire naître la suspicion, mais en réalité, il met en évidence l'échec de la justice légale sous le système du PCC. Le cas de Gu Kailai n'est pas traité dans la ville de Chongqing, mais a été assigné à la place à la province du Anhui, où il n'y a aucun lien avec Bo Xilai et sa femme, ce qui a attiré l'attention du monde extérieur. Li Qianqiao, doctorant en sciences politiques de l'Université de Columbia, pense que ce processus met en évidence l'injustice au sein du système judiciaire du régime communiste. Selon le système judiciaire occidental ou un système judiciaire d'une société normale, un cas juridique devrait être entendu là où le crime a été commis. Si les juges ou les procureurs du PCC sont en contact direct avec Gu Kailai ou Bo Xilai, cela pourrait mettre la justice en échec. Autrement dit, le personnel judiciaire n'est pas équitable au sein du système communiste. En conséquence, le cas doit être transféré hors site pour y être traité. De plus, l'inculpation hors site est demandée, mise en œuvre et localisée selon les besoins politiques du PCC et non en fonction du cas lui-même. Ce qu'elle essaie de cacher ou de mettre en évidence est décidé en accord avec les exigences du PCC, dans le but d'accomplir un certain but politique. En réalité, l'inculpation hors site est un processus conventionnel pour punir un fonctionnaire de haut niveau du PCC. Selon les statistiques publiées par le droit oriental en 2012, depuis que l'affaire à sensation de Mouma dans la province du Liaoning en 2001 a été traitée hors site, 90% des cas de corruption de hauts fonctionnaires du PCC ont suivi le modèle. Par exemple, Chen Liangyu, ex-membre du Politburo et secrétaire du parti de Shanghai, a été inculpé à Tianjin. L'ex-vice-président de la conférence consultative politique du peuple de la province du Guizhou, Huang Yao, a été inculpé dans la province du Sichuan. L'ex-maire adjoint de Pékin, Liu Jiuhua, a été inculpé dans la province du Hebei et l'ex-maire de la ville de Shenzhen, Xu Zhongheng, a été inculpé dans la province du Henan. Nouvelle NTD. Dans l'inculpation de Gu Kailai, une autre personne a également été mentionnée par l'agence officielle Xinhua qui la nomme comme Bo X, son fils. Il s'agit bien évidemment de Bo Guagua. Le monde à l'extérieur se demande si Bo Guagua, qui a toujours fait profil bas depuis la chute de ses parents, témoignera à la cour. En même temps, en tant que tuteur des actifs de la famille Bo, est-il possible qu'il soit extradé vers la Chine? Voici l'analyse de l'observateur des actualités Shida.
Ayant senti la menace que constituait Nell Haywood pour la sécurité personnelle de Bo, Gu Kalai l'a fait empoisonner avec l'accusé Zhang Chaojun, écrit l'agence Xinhua. Ce Bo X, que l'article cite, se réfère en fait à Bo Guagua, le fils de Gu Kalai. Fera-t-il une apparition lors des audiences en tant que témoin? Selon Shida, observateur de l'actualité chinoise, cette éventualité est vraiment infime. Je pense que le meurtre de Nell Haywood par Gu Kalai n'a pas de lien direct avec Bo Guagua. Mais comme Bo Guagua a dépensé beaucoup d'argent que Bo Xilai avait empoché par le biais de la corruption et que Bo Guagua est maintenant le tuteur des actifs de la famille, dans ce sens, je pense qu'il est lié à cette affaire. Plusieurs médias étrangers ont rapporté que les actifs de la famille Bo à l'étranger sont difficiles à calculer et que la plupart d'entre eux ont été transférés aux États-Unis, sur différents comptes bancaires ou investis dans des biens immobiliers à New York. Selon des analyses avec le procès de Bo Xilai et Gu Kalai, Bo Guagua a suffisamment de raisons de régler au plus vite les biens de sa famille afin d'effacer d'un côté les preuves de la corruption et de l'autre d'échapper à une confiscation de biens par la Chine ou à un gel des actifs par les États-Unis. Alors, de ce point de vue, les autorités chinoises vont-elles extrader Bo Guagua? Si Bo Guagua est extradé, cela constituera une menace pour le PCC, plus précisément pour les enfants des fonctionnaires corrompus. Mais comme d'habitude, une fois que vous êtes embarqué sur le bateau pirate du PCC, même si vous vous êtes enfui avec de l'argent corrompu, le PCC vous dira « Ce n'est pas grave, puisque nous sommes de la même famille ». Donc si le PCC extrade Bo Guagua, cela reviendra à déclarer une guerre envers lui-même par une attitude hostile. C'est pourquoi le PCC va devoir sous-peser le pour et le contre avant de décider s'il ose ou non extrader Bo Guagua. Dès l'âge de 11 ans, Bo Guagua a été envoyé en Angleterre par ses parents pour étudier et il a toujours mené un grand train de vie. Depuis le limogeage de son père, Bo Guagua s'est installé aux États-Unis et est devenu très discret. Il a même disparu pendant un moment. Plus tôt dans l'année, des rumeurs avaient circulé que Bo Guagua aurait l'intention de demander l'asile politique. Nouvelle NTD. Et passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Le 21 juillet, des précipitations ont déclenché d'immenses inondations à Pékin. Selon les observateurs chinois basés à l'étranger, ces inondations sont la cause de nombreuses négligences humaines. Peu après la catastrophe, le maire de Pékin, Guo Jinglong, et le maire adjoint Jiling ont annoncé leur démission sans en expliquer la raison. Pour les spécialistes, ces démissions sont inacceptables au moment où la ville se trouve en état d'urgence et attend d'être reconstruite. Selon les médias officiels du Parti communiste chinois, le maire de Pékin, Guo Jinglong, et le maire adjoint Jilin auraient démissionné. Aucune raison n'a été communiquée et on ne sait pas s'ils ont également quitté leurs fonctions au sein du parti. Guo Jinglong avait été nommé secrétaire du parti de Pékin peu avant les récentes inondations. Selon la convention du PCC, le maire doit quitter ses fonctions de maire lorsqu'il est nommé secrétaire de parti. Li Tianxiao, doctorant en sciences politiques de l'Université de Columbia et expert en politique chinoise, explique que les nominations et les démissions sont des signes de promotion. Guo Jinglong a été promu secrétaire de parti. Il a donc reçu ses entrées comme membre du Politburo au 18e congrès national du PCC. 真持只连北京市委书记一块支持，他现在不能够同时兼任市长和市委书记嘛，他总得要持，所以他看到民众对死亡人数有质疑，中共下水道一直不管，借这个事情来平息民愤，好像做出的一种姿态跟国际接轨，实际上是玩维稳的这么一个花招。 Wen Chao, expert en questions chinoises, ajoute que le changement de maire est une tentative pour tromper l'opinion publique. 因为也没有交代他们有什么责任，但是他也不说是一个正常的人事变动。 好像让你感到有一点他要承担责任的意味，但是他又不解释原因，他要的就是这种心理效果。 Selon Li Tianxiao, Liu Qi, l'un des grands responsables de la faction de la dette de sang de Jiang Zemin et ancien secrétaire du PCC de Pékin, devrait aussi prendre sa part de responsabilité. 很多事情并不是他一个人干的，是刘琦等这些人一块干的。那么刘琦呢是江泽民的主要的血债帮的一个大的头目，在北京市安插在内。这样的话，刘琦呢实际上要对这些事情负主要责任。
Li Tianxiao explique que le PCC dépense beaucoup d'argent pour contrôler les pétitionnaires et persécuter le Falun Gong. Les dépenses pour le maintien de la stabilité sont beaucoup plus élevées que le budget militaire. Le PCC n'a pas suffisamment travaillé sur la construction urbaine. Il considère la vie des gens comme un détail. Selon les conventions internationales, Guo Jinglong ne devrait pas démissionner avant que tous les secours et la reconstruction ne soient terminés. 在台湾大水灾的时候，那个行政院长他本来当时就要辞职，但是他说到1个月之后再辞职。为什么呢？这个月边他把所有的水灾之后的善后工作全部做好了，然后再辞职。像当时的这个日本的一些官员，他也是这样的。所以说他是在最不应该的时候辞职，为的什么呢？就是他想临阵逃脱，推脱责任。 Wen Chao souligne que si quelqu'un démissionne face à ses responsabilités, cela déclenche un grand scandale. Les gens recherchent les responsables. Cela signifie une plus grande instabilité pour le PCC. Donc, la ruse du PCC, c'est de ne pas expliquer pourquoi Guo Jinglong a démissionné, dans le but de maintenir la stabilité avant le 18e Congrès national. Selon des informations diffusées sur Internet, les Chinois ont beaucoup de doléances à faire entendre. Ils ne savent pas comment restreindre les mauvaises actions commises par les responsables du PCC. Les mesures de prévention des catastrophes à Pékin ne pourront être améliorées qu'une fois que le régime communiste se sera effondré. Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Course-poursuite à pied, décès d'un adolescent à Niagara. Une poursuite policière à pied s'est soldée par la mort d'un jeune homme de 18 ans. L'adolescent a essayé de semer la police en longeant les gorges et 3 passages dans lesquels s'écoule la rivière Niagara en aval des chutes. L'adolescent est tombé dans les eaux agitées, menant à son décès. Une enquête est en cours. La scène était remplie d'enquêteurs toute la journée qui essayaient de comprendre pourquoi une poursuite policière s'est soldée par le décès de l'adolescent de 18 ans, Ryan Dubé. J'ai vu sa petite amie qui pleurait, je ne pouvais pas y croire. Joshua Brooks habitait ce foyer de groupe à Niagara Falls avec Ryan Dubé. Aujourd'hui, les conseillers pour personnes en deuil étaient sur place pour aider les amis de l'adolescent. Tout le monde essaie de voir leurs amis et de se rapprocher l'un l'autre. C'était mardi après-midi vers 17h30 alors qu'un policier était à la poursuite de Ryan Dubé. Le tout s'est terminé tragiquement ici, dans les gorges du Niagara. Le jeune est tombé du mur et le policier également. Je suis allé voir si je pouvais leur venir en aide. C'est alors que j'ai vu une partie d'uniforme. Par un coup de chance inouï, le gendarme Jacob Smith s'en est sorti avec une fracture du fémur. Plus tard, les équipes de secours ont retrouvé le corps du jeune Ryan Dubé à 30 mètres en bas du mur de la falaise. Heather, sa petite amie, témoin de la scène, était trop bouleversée pour parler, mais elle a raconté à ses amis ce qui s'était passé. Ce policier l'a interpellé en lui disant qu'il avait un mandat contre lui et il est parti en courant. Aujourd'hui sur Facebook, les amis exprimaient le choc et l'incrédulité face aux événements. L'enquête a été ouverte et confiée à l'unité des enquêtes spéciales de l'Ontario. Cet été, le thème des rassemblements des grands voiliers en Nouvelle-Écosse est la guerre de 1812. Une guerre si importante que beaucoup disent qu'elle a créé le Canada. Mais comme vous pouvez le constater, il y a quelque chose de très important qui manque dans certaines de ces célébrations. Nous ne sommes pas en 1812, mais vous pourriez être pardonné si juste un instant vous pensiez que vous voyagez dans le temps. Le front de mer à Halifax et Lunenburg rempli de navires d'un autre siècle. Des soldats en authentique uniforme d'époque se pavanant comme s'ils se préparaient pour une attaque américaine. Le thème dominant, la guerre de 1812. Les acteurs sont ici pour faire revivre l'histoire, mais un groupe qui a joué un rôle essentiel dans cette guerre est très peu mentionné. Les guerriers des Premières Nations du Canada. Il ne fait aucun doute que les combattants indigènes ont contribué en faveur des Canadiens. Mais dans les dizaines d'acteurs embauchés par Parc Canada pour jouer le rôle des combattants de 1812, aucun d'eux ne représente les Autochtones. Nous n'aurions certainement pas pu sauver notre territoire sans leur contribution. Parc Canada n'a pas répondu officiellement à notre requête au sujet du manque d'acteurs aborigènes. Mais lorsqu'on leur a demandé, voici ce que le gestionnaire du site a dit. Je ne peux vous répondre.
La guerre de 1812 est source de confusion, même le gagnant est contesté. Mais la participation des aborigènes ne l'est pas. Des milliers d'aborigènes ont combattu avec les Britanniques, même si cela ne se voit pas dans la reconstitution. Le manque d'acteurs pour les aborigènes ne surprend pas Betty Anne Lavallée du Conseil des aborigènes. La plupart des Canadiens ne connaissent pas l'implication des aborigènes dans la formation du pays. L'expérience du grand voilier de Halifax a été partagée par des milliers de personnes. Des milliers d'autres verront les navires dans les ports du Lunenburg et les acteurs donneront aux foules avides un extrait de 1812. Mais pour l'instant, au moins l'expérience des peuples des Premières Nations qui a contribué à forger le Canada restera cachée. Et tout de suite, plus de nouvelles internationales. Dernière heure avant l'ouverture des Jeux olympiques de Londres. C'est aujourd'hui à Londres que va se dérouler l'ouverture de la cérémonie des Jeux olympiques. La Grande-Bretagne et les Londoniens piétinent d'impatience pour ce grand spectacle. Les bénévoles qui ont participé à cette grande organisation sont ravis. Ce vendredi, les Londoniens et la Grande-Bretagne tout entière ont compté les heures précédant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Des Jeux qui domineront après des années de dur labeur et qui, pour certains, souhaitent vraiment être le plus grand spectacle de toute l'histoire de la Terre. Les compétitions de ces Jeux ont déjà commencé mercredi dernier avec l'ouverture du tournoi de football féminin. Il faudra attendre samedi pour que les Jeux prennent leur véritable rythme. Les nombreux bénévoles qui ont aidé à la gigantesque organisation de l'événement ont aussi compté les heures et les minutes avec beaucoup d'excitation. C'est impressionnant, c'est vraiment bien. C'est vraiment beaucoup de choses à prendre en compte, mais c'est magnifique, vraiment beau. Pour un autre bénévole, tout semble prêt. Dommage pour lui, il devra regarder la cérémonie d'ouverture de la maison. Il y a une très bonne ambiance, tout le monde travaille en harmonie. Ils ont vraiment bien tout organisé et je suis vraiment heureux d'être ici. J'attends la cérémonie d'ouverture avec impatience. Je la regarderai à la télé chez moi. Une autre volontaire sent le grand moment approcher. On sent qu'on se rapproche. Cela fait quelques jours que je suis ici. C'était très calme mercredi. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais plus on s'en rapproche et plus il y en a. Les gens sont curieux. Tout le monde veut voir. J'arrive pas à croire comme c'est grand, c'est immense et il devrait y avoir une très bonne ambiance quand tous les spectateurs seront là. Ça va être fantastique. Dans la région du Cachemire, en Inde, les femmes sont victimes de violences et subissent de nombreuses menaces. Une conférence qui a rassemblé des intellectuels et des leaders de communautés religieuses a été l'occasion pour les femmes de prendre conscience de leurs droits. Des intellectuels et des leaders de différentes communautés religieuses se sont rassemblés ce jeudi dans l'État du Cachemire, dans le nord de l'Inde, lors de la conférence pour la paix des femmes. Ils y ont discuté des sujets comme l'éducation des femmes et l'égalité des genres. Malgré la croissance économique de ces 2 dernières décennies qui a poussé l'importance de l'égalité des genres et des lois pour protéger les femmes indiennes doivent toujours faire front à de nombreuses menaces. Selon la directrice de la Commission des femmes du Cachemire, les femmes restent les plus grandes victimes de nombreuses formes de violence. Ces conférences sont du grand aide, elles sont essentielles, elles sont aussi importantes que toutes les autres activités du gouvernement, parce que les femmes sont des victimes, elles pourraient ne pas l'être. Elles sont les premières et les plus grandes victimes de toutes sortes de violences, de toutes sortes d'activités non pacifiques. Les femmes sont des personnes, elles forment une moitié de l'humanité et elles sont le plus souvent touchées. Selon les Nations Unies, les mises à mort pour l'honneur ou pour la dot et le lynchage des femmes qualifiées de sorcières persistent en Inde. Ces pratiques sont encore largement acceptées par la société et la police ne considère pas souvent ces meurtres comme des crimes. Des femmes sont souvent tuées par leur famille, sous prétexte qu'elles ont amené la honte. Des maris tuent leurs femmes ou leurs beaux-parents qui réclameraient de l'argent. Des femmes considérées comme des sorcières sont souvent tuées dans certaines sociétés patriarcales indiennes. Pour Matma Sharma, la présidente de la Commission nationale des femmes, les stéréotypes de ce genre devraient être abolis et des mesures devraient être appliquées pour assurer la sécurité des femmes.
ब्लॉक लेवल पे जाने की अगर हम वहाँ जाएंगे तो मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और साथ में Nous devons aller dans les villages et les régions pour apporter du changement dans la société. Les hommes et les femmes doivent changer leur état d'esprit, amener un changement. Les stéréotypes autour des femmes devraient être abolis. Près de la moitié de la population est composée par les femmes. Des mesures sévères devraient être appliquées pour leur donner une sécurité économique et sociale. Cette conférence est l'occasion de donner conscience aux femmes de leurs droits et les amener à s'éveiller et à s'élever. Cette conférence est très utile. Elles vont prendre conscience des lois qui sont à leur disposition. Cela va les aider à avancer. Elles vont comprendre que nous faisons aussi partie de la société. Ce n'est pas une société masculine, c'est aussi la nôtre. Selon le Fonds de recensement des Nations Unies, près de 5000 femmes sont tuées pour l'honneur dans le monde chaque année. Selon le Bureau national d'enregistrement criminel, 8391 épouses ont été tuées en 2010 pour des questions de dot. Les militants musulmans à la tête de la campagne anti-indienne dans le Cachemire essaient depuis longtemps d'imposer une forme radicale d'islam qui interdirait les salons de beauté, les cinémas et les magasins d'alcool et imposerait le voile aux femmes. Mais ils ont rencontré peu de succès, la région étant dévouée au soufisme, une tradition plus mystique et plus douce de l'islam. Des dizaines de milliers de gens ont trouvé la mort ces dernières années au Cachemire, une région disputée par l'Inde et le Pakistan, deux rivaux nucléaires. Un champignon fait grimper les foules, mais aussi les prix. C'est le Yarsam Gomba, dont les propriétés extraordinaires font de lui l'un des champignons le plus chers au monde. Les ramasseurs de ce champignon viennent par dizaines escalader les hautes montagnes de l'Himalaya. Des dizaines de cueilleurs de champignons escaladent les paysages montagneux de l'Himalaya à la recherche d'espèces rares comme le Yarsagomba qui, dit-on, aide à renforcer l'immunité du corps. Ce champignon a la particularité de pousser sur le corps de certaines espèces de chenilles mortes. Un réalisateur a tourné un documentaire sur ce champignon et sa cueillette. Selon lui, il est très bénéfique à la santé. It is aphrodisiac. It is widely used as a tonic. C'est un aphrodisiaque. Il est utilisé comme tonifiant. Des recherches ont aussi montré qu'il est très utile contre les tumeurs et le vieillissement. As a anti-tumor and anti-aging drugs. Ce champignon est très populaire dans la médecine traditionnelle chinoise. Il coûte plus de $100 le kilo. नेपालमा यसको प्रयोग छैन यो प्रयोग भनेको चिनिया औषधि विज्ञान On ne l'utilise pas au Népal. On l'utilise dans la médecine traditionnelle chinoise depuis 1500 ou 2000 ans. J'ai parlé à plusieurs personnes pendant mes recherches. Ils me disent qu'ils l'utilisent principalement comme tonifiant sexuel. उनीहरुले प्रयोग गर्ने भनेको मुख्यतया चाहिँ एउटा सेक्सुअल पावरको लागि नै हो. La cueillette et l'exportation du Yarsagomba a été légalisée en 2001. La demande a explosé et les prix se sont envolés car l'offre n'est pas extensible. Actually, before 2001, this species is Avant 2001, cette espèce était considérée comme illégale pour la cueillette et l'exportation. Puis le gouvernement l'a légalisée et le prix de ce champignon s'est envolé. J'étais dans les collines et c'était la saison de cueillir le Yarsagomba. Le prix variait entre 110 et $140 le kilo. Le Yarsagomba peut être cueilli entre mai et juillet chaque année. Des couleurs et des formes. C'est la semaine de la mode de Bangalore en Inde où le traditionnel se mélange au moderne. Ce sont des couleurs chatoyantes qui nous sont présentées sur le podium. Voyons cela tout de suite. Des modèles ont arpenté et présenté les nouvelles collections des créateurs indiens lors de l'inauguration de la Semaine de la mode de Bangalore en Inde.
La collection de ce couple de créateurs est inspirée par l'artisanat de l'ethnie Dokra dans l'ouest de l'Inde. My theme is Akriti. Akriti is a Bengali word. This is in English is shape. Mon thème s'appelle Akriti. En bengali, cela veut dire forme. Cela est inspiré de l'artisanat Dokra qui est vieux de 4000 ou 5000 ans. C'est un art très stylisé qui vient de l'Inde. L'ethnie Dokra s'exprime au travers de formes très intéressantes. Interesting thing is that the people, the Dokra tribes are express their feeling in interesting shapes. Une autre créatrice a présenté sa collection inspirée par le feu et les fleurs qui, selon elle, représentent le caractère féminin. Mon thème, c'est le feu et les fleurs. Cette collection est inspirée par la personnalité des femmes. J'en ai retiré deux traits principaux, la beauté et la force, et j'ai essayé de les combiner, le côté esthétique et le côté de la force de la femme. En plus d'habits traditionnels comme le sari, Agarwal crée aussi des robes plus modernes. Sa palette très vivante explore toutes les couleurs, vert, bleu, noir, rose, orange, fuchsia, jaune et or. I'm wearing Kanika's Agarwal outfit and it's, I think, Je porte les vêtements de Kanika. Je les trouve étonnants et joliment travaillés. C'est une jupe en velours avec toutes sortes de perles et de chaînes. J'aime beaucoup ça, c'est merveilleux. La semaine de la mode de Bangalore se concentre sur les robes et les accessoires de mariage. L'événement se clôturera dimanche. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Il y a eu une grande avancée dans l'affaire Bo Xilai, l'ancien haut responsable déchu de la nomenclature chinoise. Son épouse Gu Kailai a été officiellement poursuivie pour homicide volontaire de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood. Dans l'inculpation de Gu Kailai, une autre personne a également été mentionnée par l'agence officielle Xinhua qui la nomme comme Bo X, son fils. Le monde à l'extérieur se demande si Bo Guagua témoignera à la cour et s'il sera extradé vers la Chine. Selon l'observateur d'actualité chinoise Shida, cette éventualité est vraiment infime. Ainsi s'achève votre journal. Merci de nous avoir suivis. De la part de la rédaction de NTD Le Journal, je vous souhaite un très bon week-end. À lundi prochain.